pensez quoi de tout ça? Moi, c'est vraiment un projet qui me plaît beaucoup, je suis hyper contente et je suis vraiment investie et j'ai vraiment envie d'y aller. Moi, je pense que c'est bien pour le côté historique. Enfin, on va pouvoir parler de notre témoignage, de notre expérience, surtout pour ceux qui ne parlent pas. Et puis on va se mettre un peu à la place de ce qu'ils ont vécu. Et pour, Moi, j'aimerais bien partir, mais je sais pas, j'ai un peu peur. Enfin, émotionnellement, je sais pas, ça risque d'être un peu chaud. Ah ouais, tu sais pas comment tu vas réagir. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça va être dur pour tout le monde parce que y a beaucoup de gens qui sont morts là-bas. Et puis, voilà, mais je pense que ça peut être une bonne expérience pour se remémorer ce qui s'est passé. ça va être compliqué, mais c'est important de le faire. Ça va? Ouais, bah ouais. Vous en avez parlé à vos parents de ce projet? Moi j'ai oublié, mais j'ai entendu qui m'ont dit c'est quand même bien de le faire. Ça reste important. Après, ça va être du travail supplémentaire, mais peut-être qu'elle bien. Moi j'en ai parlé avec eux et ils étaient vraiment motivés, ils étaient à fond pour m'aider. Donc c'est vraiment un bon projet. Donc j'y aille à fond. Ah ouais? Toi? Moi, j'en ai parlé, mais c'était un peu. Moi je leur en ai parlé aussi, ils pensent que c'est super important. C'est vrai que c'est un projet qu'on a la chance de faire qu'une fois, donc il faut absolument que je le fasse. Mais voilà, ils étaient super contents pour moi. Ouais, c'est un peu une occasion. Ouais. C'est important, on a de la chance de pouvoir faire. La prison de Montluc est une prison située dans le 3e arrondissement de Lyon, rue Jeanne Hachette. Elle ouvre ses portes en 1921 en tant que prison militaire. En effet, Montluc est une petite prison composée d'un bâtiment cellulaire, d'un greffe, de cuisine, d'atelier, d'un pavillon des officiers et de douches. Montluc dispose d'une capacité d'incarcération de 122 places en cellules individuelles pour soldats et sous-officiers, ainsi que 5 places pour les officiers. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle servit à enfermer les opposants du régime de Vichy et du régime nazi. À partir de 1947 et jusqu'en 1954, la prison devient une prison civile, utilisée pendant l'épuration pour y enfermer les collaborateurs. La prison ferme en 2009 car elle est destinée à être détruite. Cependant, suite aux combats menés par 2 associations, la prison réouvre ses portes au public en 2010 pour devenir un musée et un mémorial en hommage aux victimes, notamment celles de la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, la prison est réquisitionnée en janvier 1943 par l'occupation nazie, et ce jusqu'en août 1944. Pour Lyon et sa région, Montluc devient alors la principale porte d'entrée vers la déportation ou l'exécution. Près de 10 000 hommes, femmes et enfants furent internés pendant l'occupation. Il y eut notamment Jean Moulin, Marc Bloch ou encore les enfants d'Isieux. Le responsable de ces enfermements n'était autre que Klaus Barbie, connu aussi sous le nom du boucher de Lyon. En effet, la prison a également été témoin de tortures plus horribles les unes que les autres qu'ont subi certains juifs et résistants. Les juifs étaient enfermés dans une maison en bois dans la cour. Elle était appelée la baraque des juifs. Les autres victimes de cette répression étaient enfermées dans les cellules à l'intérieur du bâtiment. Suite au manque de place, il pouvait arriver qu'il y ait jusqu'à 8 personnes dans une seule cellule, ne dépassant pas la taille de 4 mètres carrés. Durant cette période, une forme de rituel s'était mis en place. En effet, lorsqu'un SS entrait dans une cellule ou dans la baraque, il faisait l'appel, citait chaque nom en précisant à chaque fois avec ou sans bagage. Les prisonniers savaient alors déjà ce qui les attendait. S'ils avaient à prendre des bagages, c'est qu'ils allaient être déportés. Or, si c'était sans bagages, c'est qu'ils allaient être fusillés. J'ai fait le tour à peu près de tout le monde et j'ai noté les titres qui revenaient le plus et qui étaient les meilleurs. Du coup, je vais dire les choses.
Bon bah voilà, donc on a leur histoire et la nôtre. Pour ne pas oublier. Et un monde pour se souvenir. Bah, faut pas oublier, Ouais, c'est pas mal. Vous êtes tous d'accord? Ouais. Donc, C'est un bon choix pour ne Ouais, pas c'est oublier. pour ne pas oublier. Ouais. C'est très bien. Voilà. Après plusieurs semaines de travail, de réunions, de découpage, de collage et de réflexion, on a fini le livre. Nous sommes très fiers de notre travail et nous espérons de tout cœur qu'il sera sélectionné et que nous pourrons ainsi partir à Auschwitz. Alors, avec Madame Maisonnier, on vous a tous fait passer à l'oral. On vous remercie parce que vous avez vraiment fait le maximum et vous avez donné le meilleur de vous-même. Mais il a fallu qu'on fasse un choix. Donc, on va vous annoncer les noms des personnes qui vont partir donc à Auschwitz. Voilà. Donc, le premier, c'est Joseph. Ensuite, Marie. Après, Inès Castellan. Clara. Inès Guilly. Laure. Noémie. Laetitia. Et Louis-Antoine. Voilà. Donc bravo à tous ceux qui ont la chance d'être sélectionnés. On est vraiment désolé pour les autres. Sachez que ça a été un choix très difficile aussi pour vos professeurs. Voilà. Claude Bloch. Claude Bloch, né le 1er novembre 1928 à Lyon, est un juif français déporté à Auschwitz. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il habite à Lyon avec sa famille, qui ne s'était pas déclarée juive, ce qui les a dispensés de porter l'étoile jaune et le tampon juif sur leur carte d'identité. Par la suite, en 1944, le grand-père de Claude Bloch maquilla sa carte d'identité en changeant Bloch par Blanchet. En février 1944, sa mère décida de déménager à Crépieux, dans la banlieue de Lyon, avec ses grands-parents. Malheureusement, ils sont dénoncés et Claude Bloch, sa mère et son grand-père sont arrêtés le 29 juin 1944. Sa mère lui demanda alors de mettre un pantalon long. Sur le coup, il obéira sans comprendre, mais cela lui sauvera sans doute la vie. Seule sa grand-mère, qui n'était pas présente, échappa à l'arrestation. Ils sont tous les trois conduits dans les caves de la Gestapo, à Lyon, où son grand-père, sa mère et sa mère seront interrogés. Mais son grand-père n'y survivra pas. Claude et sa mère sont ensuite internés à Montluc, puis, le 20 juillet, ils sont envoyés à Drancy pour être déportés le 31 juillet 1944. Ils arrivèrent à Auschwitz-Birkenau le 3 août où sa mère le pousse dans la file des hommes puisqu'il porte un pantalon long et non une culotte courte. Il eut ainsi la chance de s'en sortir puisque les enfants qui restaient avec leur mère étaient condamnés à mourir. Claude ne reverra plus jamais sa mère et sera jugé apte au travail. Claude vivra ensuite l'horreur des camps de concentration, dont les interminables appels dans le froid, le travail difficile, le manque de nourriture et l'épuisement. En janvier 1945, l'avance de l'armée russe contraint les nazis à évacuer les déportés d'Auschwitz vers d'autres camps. Claude Bloch sera déplacé vers le camp de Struthof jusqu'à la fin d'avril 1945. Le camp sera alors évacué et les détenus jetés dans des péniches qui les emmèneront au port de Flensburg. Avec ses camarades, il est parqué dans les cales d'un cargo et le 10 mai 1945, après l'abandon du bateau par les nazis, la Croix-Rouge suédoise sauve les détenus à bout de force. Après les soins divulgués, Claude Bloch est rapatrié à Lyon, où il retrouve sa grand-mère qui avait échappé à la rafle. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Maison d'Isieux fut louée par Sabine et Miron Zlatin pour venir en aide aux enfants juifs et autres afin de leur éviter une éventuelle déportation. À partir de mai 1943 et jusqu'en avril 1944, cette colonie située à Isieux dans le département de l'Ain a accueilli plus d'une centaine d'enfants venant de toute l'Europe. Malgré son activité clandestine, les habitants du village aidèrent beaucoup la colonie. Le domaine que louait le couple était composé de la maison, d'une dépendance et d'une grange. La maison avait été aménagée pour accueillir ces enfants. Une salle de classe avait notamment été mise en place et une institutrice venait leur faire cours à partir d'octobre 1943. La maison étant à la campagne, que Miron Zlata était agriculteur, le rationnement était moins important, ce qui facilitait la vie quotidienne des enfants. Pendant leur temps libre, les enfants écrivaient à leur famille pour leur donner des nouvelles. Malheureusement, le 6 avril 1944 au matin, Klaus Barbie, accompagné d'un groupe de SS, déporta les enfants dans différents camps, mais en particulier pour les plus jeunes à Auschwitz-Birkenau,
Aucun enfant ne survécut à l'enfer de cette déportation. Seule Léa Feldblum survécut aux expériences infligées par les nazis. Nous avons tous été particulièrement touchés par cette visite, notamment par les lettres écrites par leurs enfants à leurs proches. Elle nous a beaucoup apporté d'un point de vue personnel et historique. Cette visite a été pour nous une pièce du puzzle indispensable. Le départ en Pologne eut lieu le 23 avril. Nous devions être à l'aéroport à 8h30 car le décollage était prévu pour 11h. Aux alentours de 8h40, nous étions tous présents, les 9 partants et Karine, notre accompagnatrice. Durant le temps à l'aéroport, il y avait une bonne ambiance. On nous a alors distribué une carte de couleur avec le nom de notre collège dessus. Nous étions les rouges. Au moment d'embarquer, nous avions tous des émotions différentes. Certains pensaient à ce qu'on allait faire, d'autres pensaient plutôt au trajet. Mais nous étions tous unis et nous essayions de ne pas nous mettre la pression. Durant le trajet, certains jouaient, d'autres parlaient ou dormaient. Nous sommes enfin arrivés en Pologne, à Cracovie, à 1h30 après un repas qui nous fut distribué dans l'avion. Nous sommes allés dans notre bus, prêts à visiter Cracovie et son ancien quartier juif. Nous sommes allés pour commencer visiter à Casimir l'ancien quartier juif qui, lui, en 1939, était composé de 65 000 juifs, soit le quart des habitants de la ville de Cracovie. Aujourd'hui, on compterait seulement 250 juifs habitant dans cette ville. Dans la ville de Casimir, plusieurs pierres tombales ont été mises en place un peu partout dans la ville. Sur chaque pierre, des cailloux sont déposés, ayant pour symbole l'éternité. Nous avons également vu un cimetière juif assez mal entretenu mais toujours accessible. Des robinets sont proposés à chaque sortie du cimetière afin que les gens puissent se laver les mains, car pour eux, les cimetières sont des lieux impurs et doivent alors se laver les mains. J'ai pour ma part 2 choses qui m'ont extrêmement touchée et attristée. La première a été le mur des fusillés, qui se trouve entre le bloc 10 et 11 à Auschwitz, où tant de personnes ont été fusillées, ou plutôt massacrées. Étant terriblement troublés, nous avions décidé de faire 1 minute de silence en hommage aux victimes. Le second lieu fut l'infirmerie, où Joseph Mengele fit ses expériences de clonage à partir d'enfants jumeaux. J'ai éprouvé un dégoût profond envers cette personne qui utilisait ses enfants comme sujet test. Une fois dans le camp, nous avons visité différents blocs, notamment le bloc numéro 20, qui a été transformé en musée. À l'intérieur se trouvaient plusieurs salles d'exposition sur 2 étages. À partir de ce moment, les choses sont devenues différentes car tout le monde s'est tu et a pris conscience de l'endroit où nous nous trouvions. Ça a été pour moi le moment le plus troublant, car le bloc était dédié aux objets ayant appartenu aux anciens déportés. Une des salles rassemblait 2 tonnes de cheveux des déportés. À cet instant, j'ai réalisé que cet endroit, aujourd'hui en paix, avait été témoin d'atrocités sans nom. Après la visite à Auschwitz I, notre guide nous a emmenés à Auschwitz-Birkenau. Là-bas, nous avons visité les latrines des déportés. Cela paraissait effroyable, tous collés les uns aux autres, vidés de toute humanité, de toute dignité. Dans ce lieu atroce, nous avons été marqués de savoir qu'à Auschwitz, les standards étaient inversés. En effet, faire partie du Scheißer-Kommando, c'était une chance, car les SS ne les approchaient pas à cause de l'odeur. Puis nous nous sommes dirigés vers les seuls bâtiments n'ayant pas brûlé, ceux construits en briques. Dans ces baraquements, on a pu voir des paillasses où les femmes dormaient. Celles-ci, elles étaient composées de simples planches en bois superposées. Les femmes étaient agglutinées les unes aux autres, dormant à 4 par paillasse de 4 mètres carrés à même le bois. Après la visite du camp de Birkenau, nous nous sommes dirigés vers l'extérieur, là où se trouvaient les chambres à gaz. Toutes détruites, il ne restait que des ruines ou les fondations. Ensuite, nous sommes passés devant les stations d'épuration que les nazis avaient construites un peu avant la fin de la guerre et qu'ils n'ont jamais eu le temps d'utiliser. Après, nous sommes allés au Canada, un lieu où les affaires des Juifs qui n'avaient pas été vendues étaient entreposées pour pouvoir être utilisées sur le camp. Puis, nous sommes rendus au sanatorium. C'était la reconstitution d'une salle de bain pour les Juifs qui étaient jugés aptes au travail.
Dans ce bâtiment se trouvait une salle remplie de photos de juifs polonais qui avaient été prises avant leur déportation. Ce fut à mes yeux le moment le plus émouvant de tout ce séjour, car on les voyait vraiment humains, vivants et pleins de joie. À la fin de notre journée de visite des camps, qui fut difficile et riche en émotions, une cérémonie avait été organisée à 16h pour clôturer le voyage de mémoire. Pour la cérémonie, chaque école avait dû choisir un texte qu'ils ont écrit eux-mêmes ou de quelqu'un d'autre. Nous avions choisi de l'écrire nous-mêmes. Le voici. Pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier les innocents jugés coupables d'être nés, juifs et tziganes, hommes ou femmes, vieillards ou enfants, assassinés ou exploités, tous étaient innocents. Nul n'était maître de son sort, tous égaux face à la mort. Pour ne pas oublier là où la mort sonne à toute heure. Pour ne pas oublier que nul ne méritait de souffrir pareilles horreurs. Pour ne pas oublier leur souffrance face à la cruauté. Pour ne pas oublier le calvaire que leur imposait leur bourreau. Pour ne pas oublier le fléau qui les rabaissait au rang d'animaux. Comme l'a dit un juif polonais, européen et humain, une personne meurt 2 fois. La première fois en la tuant, la deuxième fois en l'oubliant. Tous ont été tués par des gens sans cœur, aucun ne sera oublié par erreur. Nous sommes là pour nous rappeler, pour ne pas oublier, les erreurs du passé, commises et répétées. Nous sommes là pour notre avenir, pour le bâtir et le construire, en se souvenant de leur vécu, pour écrire un monde meilleur qu'on ne l'aurait cru, pour ne pas oublier. Après la cérémonie, nous sommes remontés dans le car en direction de l'aéroport pour rentrer à Lyon. Plus rien n'allait être comme avant tout en restant pareil. Nous avons vu Auschwitz, nous avons vu l'horreur, nous avons vu les barbelés, nous avons vu les baraques, nous avons vu les potences, nous avons vu une chambre à gaz, nous avons vu la rampe. Il faut désormais témoigner, et dans l'avion c'est encore trop tôt. Nous rions, nous parlons, nous ne pensons pas à Auschwitz, nous ne voulons pas y penser. Aujourd'hui, nous témoignons pour les victimes de la barbarie nazie. Tous ces juifs, tous ces tziganes, tous ces homosexuels, tous ces résistants, et tous ceux que je n'ai pas cités mais qui n'avaient pas le droit de vivre pour les nazis. Aujourd'hui, nous témoignons devant vous, nos parents, pour ne pas oublier.